Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième journée du Salon Santé Expo, où dans le cadre du Salon Santé Expo, nous allons entamer un cycle de deux conférences dans le cadre de Santexcom. Donc c'est deux conférences plutôt axées sur les personnes qui portent un intérêt sur la communication et la culture dans nos établissements publics de santé. Donc une première table ronde sur les regards et reflets de l'expression de la démocratie en santé à travers les médias, et une deuxième table ronde sur la santé et l'environnement. Ces deux tables rondes sont en partenariat avec le groupe MNH, et on remettra cet après-midi les prix de la communication sur l'Agora du stand de la Fédération hospitalière de France. Donc pour cette première conférence, je tiens à m'excuser parce que je suis adhérent à Femmes de Santé, au collectif Femmes de Santé, et donc je veux et je prône la parité. Et malheureusement pour cette table ronde, on avait au début une parité, et puis les aléas des changements d'agenda des uns et des autres font que on s'est retrouvé sur un plateau 100% masculin, mais la deuxième conférence, ça sera un plateau 100% féminin. Donc la parité est respectée, et je sais que c'était quelque chose qui vous était tous chers, de cette question de la parité. Donc c'est quelque chose qui est important, y compris dans le milieu hospitalier. Il y aura d'ailleurs une conférence sur une agora sur le stand de la FHF sur la santé des femmes en fin de salon. Donc voilà pour cette question de la parité. Alors pour cette première conférence sur les regards et les reflets de l'expression de la démocratie en santé, que ce soit de la Grèce antique d'Hippocrate à nos jours, la santé a toujours été une source forte d'inspiration, de réflexion ou d'analyse pour les philosophes, les écrivains, les sociologues ou les artistes. C'est encore plus vrai à notre ère, où l'État-providence a pris une place centrale dans nos vies et les enjeux de santé publique avec. Que l'on pense à la situation des services d'urgence décrite dans des séries que l'on connaît tous comme Grey's Anatomy ou Urgence avec le célèbre George, ou aux conditions du vieillissement de nos aînés saisies par des nouveaux médias comme les podcasts. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast de la FHF, où on aborde justement ces questions du vieillissement et du grand âge. Ou alors, on a vu la place prédominante qu'a pris la santé à travers la crise Covid dans les médias d'une manière générale. Et on voit aujourd'hui que c'est à travers les médias et la culture que l'on se tourne pour saisir les contours de la démocratie en santé. Donc pour aborder toutes ces questions, je veux remercier nos intervenants ici présents qui, je le rappelle, interviennent tous à titre gracieux, donc je vous en remercie. Je vous présente Éric Valmire, qui est secrétaire général de l'information de Radio France, François-Xavier Moronval, urgentiste et youtubeur plus connu sous le nom de DocFX, Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux et ancien président de la commission culture des CHU, et Étienne Jarnel, directeur du Point. Je vous remercie tous d'avoir accepté cette participation. Donc c'est vers Étienne Jarnel, vers vous, que je souhaite justement commencer pour ouvrir ce débat. Donc vous êtes journaliste, directeur de l'hebdomadaire Le Point, qui est partenaire d'ailleurs du Salon Santé Expo. Et chaque année, vous publiez, depuis une vingtaine d'années, un palmarès très attendu de nos établissements, de nos hôpitaux. Or, cette année, l'accès à la base de données PMSI vous a été coupé. Vous avez dénoncé cet acte de censure et une atteinte à la liberté de la presse. À vos yeux, qu'est-ce que cette décision dit de l'état de la démocratie sanitaire en France ? C'est gravissime ce qui se passe. Pas pour nous, on s'en fiche, Le Point, c'est pas grave. C'est gravissime, pourquoi la base de données PMSI nous sert, c'est la base principale qui nous sert, c'est la base de notre palmarès. Pourquoi ? Parce que c'est une base d'activité. Alors, comme chacun sait, ce qu'on fait 10 fois par jour, en général, on le fait mieux que quelque chose qu'on fait 10 fois par an. Et c'est quand même le cœur des choses. Et c'est d'ailleurs la base PMSI, elle sert à quoi ? Elle sert aussi à rémunérer les hôpitaux, parce que c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que ici, dans la salle, et nous autour de la table, on a probablement suffisamment de gens dans nos carnets d'adresses qui nous permettent, le jour où on a un problème, d'appeler, de dire, dis donc, un gros problème, c'est qui le grand spécialiste, où est-ce qu'il faut se faire soigner, où est-ce qu'il faut aller, etc. Nous, probablement, même les gens qui sont dans cette salle, on a probablement des gens à appeler, d'accord ? C'est pas le cas de la majorité des gens en France. Et donc, il y aurait une petite minorité de gens, une nomenclatura, comme on disait en Union soviétique, qui auraient des accès. Et puis, il y aurait la masse qui n'aurait pas le droit de savoir, que, par exemple, pour une prothèse de hanche,
je dis des chiffres au hasard parce que je n'ai pas le palmarès sous les yeux, mais c'est mieux d'aller au CHU de Bordeaux, par exemple, qu'à l'hôpital de Châteauroux. Je ne sais pas si l'hôpital de Châteauroux en fait des prothèses de hanche, j'ai rien contre Châteauroux, c'est ma région. Mais il y a un vrai problème d'information démocratique. Il ne faut jamais oublier que tout ça aussi, ce sont des fonds publics. Hein, c'est de l'argent des contribuables et des assurés sociaux. C'est normal qu'on puisse avoir une information sur le sujet, quand même, ne serait-ce que pour évaluer des services publics. Ça, c'est une base normale de la démocratie. On ne peut pas avoir une démocratie qui fonctionne si on n'a pas les moyens d'évaluer les services publics, indépendamment de la santé. S'agissant de la santé, c'est encore plus... C'est dégueulasse, il faut bien dire les choses. On a le droit de savoir où est-ce que c'est plus intelligent de se faire soigner, ou est-ce que c'est plus dangereux même. D'ailleurs, le palmarès des hôpitaux, il ne faut jamais l'oublier, il a commencé, c'était pas au point, c'était Science et Avenir, me semble, et c'était la liste noire des hôpitaux. C'était là où on avait une chance de mourir. Et donc, non mais oui, d'ailleurs, on n'exclut pas d'y revenir un jour. Si le ministère de la Santé continue à faire des scènes, on dira la vérité sur toutes ces choses-là. Bon, il y a un sujet de liberté de la presse, évidemment. Là, c'est un acte de censure. Mais on peut considérer, il y a plein de gens qui s'en fichent, moi je m'en fiche pas, je pense que c'est important dans une démocratie aussi, de pouvoir dire les choses. Donc il y a un problème démocratique pour les gens, il y a un problème démocratique du point de vue de la presse. De toute façon, là on a formé un recours au Conseil d'État et on va le gagner très probablement ce recours. C'est honteux. Mais dans cette affaire-là, ce qui est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit groupe de gens qui s'appelle le CESRES, qui est un organisme qui pour beaucoup de gens est assez obscur, d'ailleurs on les connaît pas, hein, on les connaît très peu, qui a décidé que c'était pas bien. Voilà, ils n'aiment pas la méthodologie. Et alors ça, très bien qu'ils ne soient pas d'accord avec la méthodologie. Il se trouve que c'est la base de la méthodologie sert au financement des hôpitaux. Ce qui révèle une légère contradiction. Et puis, ils peuvent faire le leur. Nous, on est ouvert aux critiques, on écoute, on en tient compte d'ailleurs, ou parfois on n'est pas d'accord, etc. Mais ils ont qu'à créer un concurrent. Bienvenue, Clémenceau avait cette formule qui est extraordinaire. Il disait « La République vit de liberté ». Mais oui, c'est la contradiction, la liberté, le pluralisme, c'est ça qui fait l'information. Mais pourquoi la cacher? Qu'est-ce qui justifie que l'on cache cette information, que l'on l'interdise? C'est injustifiable dans un état de droit et dans une démocratie. Parce qu'au-delà de l'accès à la base PMSI, il me semble, là je parle sous le contrôle d'un directeur d'établissement qui a un questionnaire à compléter. Comment ça se passe d'ailleurs concrètement? Les établissements ils reçoivent un questionnaire. Peut-être que Yann Bubien, vous voulez réagir là-dessus. Comment ça se passe le classement? Vous recevez un papier du Point? Bah d'ailleurs, d'abord, merci parce qu'à chaque fois, le Point classe le CHU de Bordeaux premier. Alors, oui, voilà. Donc, c'est un très bon CHU. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'ai été invité. Donc, on reçoit. Non, ce qui se passe, votre méthodologie, de toute façon, elle est simple. Vous prenez la base PMSI, puis après, vous confrontez avec les activités par service et vous regardez. En fonction de l'activité et de l'attractivité, si j'ai bien compris, c'est ça, des patients, et c'est ça qui fait le classement. On reçoit par ailleurs de la part du Point à chaque fois tous les établissements un petit questionnaire à remplir pour compléter en fait les informations. Et puis le Point en général cible plusieurs services, dont les nôtres en général, et viennent voir directement auprès des chefs de service et des groupes. Voilà comment ça se passe d'habitude ce fonctionnement. Mais cette fois, vous avez fait un classement des médecins du coup. C'est un palmarès des médecins experts, donc c'est sur le critère de la recherche, ce qui est encore autre chose. Où on est encore extrêmement bien classé, donc merci. Voilà, il y a beaucoup de médecins du CHU. Beaucoup, ça se recoupe beaucoup parce qu'effectivement il y a des centres d'excellence et très souvent ça tire vers le haut. Donc c'est assez logique qu'il y ait beaucoup de points de rencontre entre les deux palmarès. Mais alors justement, est-ce que ce classement, ça risque pas de créer un phénomène de sélection des établissements par les patients qui aggraverait encore plus la difficulté qui pourrait avoir? Bon, par exemple, le CHU de Bordeaux, c'est classé premier. Tout le monde voudrait aller au CHU de Bordeaux, mais peut-être que tout le monde ne peut pas aller au CHU de Bordeaux. Alors, donc ça peut créer des... C'est une très bonne question, parce que c'est la question qui nous est posée depuis la naissance de ce palmarès, depuis le départ, qui nous est posée régulièrement et qui d'ailleurs fait partie des reproches du CESRES. C'est-à-dire, en gros, vous allez vider les petits hôpitaux et remplir les gros. Et en fait, c'est plutôt, on va vider on vide pas d'ailleurs, parce qu'il y a des critères quand même de géographie, mais les moins bons et pour remplir les meilleurs. Ça s'appelle tout simplement la vie. C'est normal et c'est valable dans d'autres activités aussi, et c'est plutôt bien. Et en général, quand vous êtes dans une entreprise, il y a beaucoup de gens ici probablement qui sont dans des entreprises, quand vous avez un produit qui marche et un produit qui ne marche pas, en général, ça vous fait changer votre stratégie, votre manière de procéder, l'exécution, etc. Donc c'est un moyen aussi de mieux
organiser le système de santé. Et en général, on organise mieux quand on sait ce qui se passe que quand on cache la vérité. Au moins, on peut en débattre. Ça devient un sujet de débat public. Et non. Et puis, alors après, le dernier argument, c'est toujours le même, hein, mais il est terrifiant. C'est-à-dire qu'il faudrait ne pas dire aux gens qui vont à l'hôpital de Châteauroux, encore une fois, je ne veux pas m'acharner sur Châteauroux, mais en disant, mais non, mais eux, il ne faut pas qu'ils sachent que c'est mieux d'aller se faire mettre sa protège de hanche à Bordeaux. Il ne faut pas le dire. Nous, on le sait pour nous, hein, mais les pauvres, les autres, surtout qu'ils ne le sachent pas, qu'ils n'aient pas l'information. Alors après, effectivement, ça peut créer des bouchons, c'est-à-dire qu'il y a des liens et puis les gens feront leur arbitrage. Mais c'est en fonction du temps aussi, mais ça s'appelle le libre arbitre. Et les gens sont libres, ce ne sont pas des enfants. On n'a pas à leur cacher quelque chose, tu n'as pas le droit de le savoir. Tu n'as pas accès à cette information, c'est toi tu ne dois pas le savoir. Moi je le sais, mais moi je suis un adulte, puis moi je ne fais pas partie de la même classe sociale. Parce qu'il y a aussi ça. Le fond de l'affaire, c'est quand on cache l'information, que ce soit en matière de santé ou ailleurs, il y a toujours un fond de mépris de classe. C'est les autres ne doivent pas savoir. Moi oui, mais les autres ne doivent pas savoir. C'est un réflexe de classe, un réflexe de nomenclatura, et c'est insupportable. D'ailleurs, c'est très paradoxal dans ce pays amoureux qui a la passion de l'égalité, comme disait Tocqueville, que sur certaines choses, et en particulier sur les services publics qui sont financés sur des fonds publics, et sur la santé, qui est quand même le domaine le plus crucial dans notre ville. Ce qui est le plus crucial, ce qui fait la différence entre la vie et la mort, c'est la santé, à la fin quand même. Et qu'on accepte ce niveau d'inégalité et de savoir, je trouve ça invraisemblable. Et encore une fois, je ne prêche pas pour ma paroisse, pour Le Point, mais très bien. Avant, on avait des concurrents, ils ont arrêté avec ça, mais que l'État produise son palmarès s'il a envie. Bon, on sera ravis de confronter les idées, on en parlera ici, on débattra, c'est génial. Vos confrères du Nouvel Obs ont fait un classement sur les EHPAD, pour le coup. Alors, la méthodologie est voilà, ouais, un peu contestable. Et peut-être, et en fait, j'ai pas d'avis sur la question, mais après tout, c'est le débat. Ouais. Et qu'on en débatte, et qu'on en parle, et qu'on conteste. Nous, on adore se faire engueuler. Non mais c'est très bien que les gens ne soient pas d'accord, qu'ils disent bah non c'est pas comme ça doit être différemment, etc. Simplement on ne cache pas, on débat, on ouvre, et la démocratie c'est ça, le débat c'est ça, la République vit de liberté. Il ne faut jamais oublier ces principes-là, qui sont les principes fondateurs quand même de la République, la res publica, hein, c'est ça, hein, la chose publique. La chose publique, on doit pouvoir en débattre librement. Et la santé, c'est une chose publique. Alors, si je peux me permettre, est-ce que les moins bien classés, on ne peut pas imaginer que justement se voir mal classés, ça les incite à se bouger pour progresser. Exactement, ça s'appelle la concurrence, c'est la vie, c'est bien, c'est la liberté. Oui, c'est bien aussi, ça aide à progresser. Parfois les nouvelles désagréables vous aident à progresser dans la vie, y compris pour nous d'ailleurs. Alors, en tant que secrétaire général de l'information de Radio France, vous êtes dans la tour de contrôle du traitement de l'information à Radio France. Diriez-vous que les journalistes conscientisent leur rôle de vigie démocratique vis-à-vis des questions de santé, avec un rôle non pas seulement d'information, mais aussi de formation du public aux enjeux de santé, notamment sur un groupe comme Radio France de service public? Et donc, encore une fois, la crise sanitaire a un peu bousculé tous les codes, parce que l'actualité, vous le savez, elle fonctionne quand il y a l'actualité. On ne s'est jamais autant préoccupé des hôpitaux et des urgences lors de la canicule de 2003, où Patrick Pelloux faisait 3 émissions par jour. En temps ordinaire, il faut avoir un magazine ou un long format qui va se préoccuper de 24 heures dans un service d'urgence ou qui va comme ça faire un focus. Mais dans l'information brute quotidienne, malheureusement non. On n'est pas assez dans les hôpitaux pour éclairer, sauf encore une fois un mouvement social. Les blouses blanches, des crises chez les urgentistes, des crises chez les infirmières. Mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose, une actualité en fait. Il n'y a pas une vertu pédagogique. La crise sanitaire a montré autre chose, a montré que déjà notre ignorance de ce qu'est le milieu de la santé et surtout de ce qu'est le monde de la science. On a vu, et je ne parle pas que de Radio France, hein, je nous mets un peu tous dans le même panier, on a vu quand même pas mal d'experts défiler, et sans esprit de contradiction en face de la part des journalistes. Non pas parce que on ne voulait pas contredire, mais qu'on n'était pas outillé pour contredire. Et que finalement, on a laissé parler les gens. Et que depuis, à Radio France, on a décidé de mettre en place un plan de formation sciences, santé, environnement. Parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça. Et que si on avait eu... Alors, on a de la chance parce qu'on n'est pas ceux qui avons le plus invité le professeur Raoult. Mais quand même, on l'a eu 2-3 fois. Mais si simplement on était
on avait mis sur la table des choses aussi simples que le test clinique ou la reconnaissance par les pairs, ils n'auraient pas eu une telle exposition. Voilà. Donc évidemment, notre formation science, elle ne fait pas des astrophysiciens éclairés. On ne peut pas. Mais en tout cas, elle apprend la méthode du raisonnement scientifique. Elle apprend à lire des publications scientifiques, à aiguiser les curiosités, à faire en sorte que justement on puisse développer cet esprit de contradiction dès qu'il s'agit de santé, de sciences dures et d'environnement. Je mets aussi, tant pis, hein, le milieu de l'environnement là, parce que c'est à peu près la même situation. Quand vous avez sur l'urgence climatique des débats avec des pour et des contre sur un fait scientifique avéré, on n'a pas à avoir un débat pour ou contre si le fait scientifique est avéré. Donc la question doit être autre, elle ne doit pas être celle-là. Or, c'est aussi faire progresser le débat et faire progresser aussi la liste des invités. Parce que finalement, on a toujours tourné en boucle avec les mêmes personnes. D'ailleurs, les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs l'ont assez reproché, qu'on ait toujours les mêmes personnes qui intervenaient dans la crise sanitaire, alors qu'il y avait un nombre infini d'interlocuteurs qui auraient pu le faire également. Seulement, on ne les connaissait pas, ou seulement on ne faisait pas confiance, ou seulement on était démunis, encore une fois. Donc on veut plus se retrouver dans ce système-là. Et oui, la crise sanitaire nous a permis d'entrer dans les hôpitaux, d'aller au cœur des urgences. Je voudrais simplement saluer un long format de Solène Lehen sur France Info qui est allé là où les gens mouraient. Et le travail des urgentistes et des professionnels qui étaient là et qui, dans les salles de réanimation, ne comprenaient pas ce qui leur arrive et étaient saturés. Donc c'est encore une fois dans un moment d'extrême gravité, dans un moment d'actualité qu'on intervient, mais effectivement, là où vous avez raison, on doit faire preuve de plus de pédagogie. Alors vous parliez de la formation que reçoivent vos journalistes. Est-ce que dans cette formation, ils ont donc un éclairage sur comment comprendre mieux les raisonnements scientifiques, etc. Est-ce qu'ils sont aussi formés pour décrypter la désinformation? Parce que c'est un gros problème, notamment pendant la crise Covid. En fait, à partir du moment où on va lire la publication, on va être mieux armé pour savoir ce qui est vrai. Déjà, mieux lire une publication. Lors de la crise Covid, on a eu le même problème que vous. Si je prends la métaphore du médecin, quand vous allez voir un médecin et que vous êtes malade et qu'il vous dit je ne sais pas ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en voir un autre. Et vous allez en voir des autres jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Le journaliste, c'est pareil. Quand on nous questionnait en disant c'est quoi alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais même de ma famille qui m'appelait pour me dire alors qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Dans toute la première semaine du Covid, on ne pouvait pas répondre. Et que le journaliste dise je ne sais pas, alors on va chercher la réponse ailleurs. Et la réponse ailleurs, c'est la désinformation. Parce qu'à partir d'une question sans réponse, on bâtit un socle d'hypothèses qui peut paraître crédible, mais qui n'est pas crédible, mais qui n'est pas la vérité. Et donc, c'est là où on a exploré le champ de la désinformation, et qu'effectivement, à partir du moment où on est capable de faire entendre au public que des fois, une question peut rester sans réponse, mais peut amener d'autres formes de questions, qui peuvent être des simili-réponses, faire jouer la carte de la patience, c'est déjà quelque chose en soi. Et sur la formation, on a plusieurs volets. On a d'abord un prérequis sur comment lire une publication scientifique, comment trouver de bons experts, une sorte de boîte à outils de prérequis. Et après, une fois qu'on a fait cette formation qui dure 3 jours, on a d'autres formations de 2 jours. Alors à chaque fois, évidemment, on peut dire que 3 jours, c'est pas beaucoup, mais il y a tout un ensemble de travaux pratiques à mener individuellement ensuite. C'est un plan ambitieux parce qu'il y a un investissement lourd. On a quand même 800 journalistes à Radio France et normalement tous doivent y passer dans les 5 ans qui viennent. Ensuite, on a 2 jours avec plusieurs thèmes: la santé, l'alimentation, l'environnement, l'énergie. J'en ai oublié. La biodiversité. Et j'en oublie un, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est pour vous donner un peu le cadre général. Alors, on parlait des informations. S'il y a bien un lieu où il y a de la désinformation, c'est sur les réseaux sociaux, sur la toile, sur Internet. On a la chance d'avoir avec nous un influenceur, comme on dit, les influenceurs. Donc François-Xavier Moranval, connu sous le pseudonyme de DocFX, avec près de 50 000 abonnés sur Twitter, 6 000 abonnés et 16 000 followers sur Instagram. Vous êtes probablement le futur Dr Mike. Je vous le souhaite en tout cas.
qui est aujourd'hui le médecin le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous pourrez nous en parler. Comment vous concevez justement votre rôle vis-à-vis des médias traditionnels? Vous considérez-vous comme un journaliste d'information de terrain? C'est ainsi que certains journalistes, vrais journalistes, vous considèrent. Et comment justement vous contrez cette désinformation en montrant le réel de votre... Parce que vous êtes un professionnel, vous êtes urgentiste de métier. Oui. Alors oui, on m'entend bien. Alors c'est vrai que moi c'est un peu l'inverse en fait de vous, c'est qu'en fait du coup moi je suis médecin urgentiste, donc j'ai l'expertise de médicale que j'ai, et en fait j'ai commencé à faire de l'information grand public, notamment pendant la crise Covid, et en fait je l'ai fait sans m'en rendre compte en fait. C'est-à-dire que moi j'ai une particularité, c'est que je suis médecin spécialiste en médecine de catastrophe. C'est-à-dire que j'ai une capacité de médecin de catastrophe au niveau de la zone Grand Est. Ce qui s'est passé au niveau du Covid, c'était prévisible. Enfin, nous, ça fait des années avant où on savait qu'il allait y avoir une pandémie de ce type-là, que ça allait prendre de l'ampleur, etc. Et quasiment tout ce qui s'est déroulé, c'était prévisible. Et nous, on le savait à peu près. C'est pas du complotisme, ni rien du tout, c'est juste de la médecine de catastrophe. Parce que c'est déjà arrivé par le passé. La seule chose que j'aurais jamais pu prédire, c'est à quel point, l'ampleur que ça a pris en termes de communication. Et notamment l'effet qui a été, je pense, amplifié par l'effet confinement, où les gens voulaient l'information, donc aller sur les réseaux sociaux, aller sur Internet, faisaient leurs propres recherches, et où en effet, à ce moment-là, on ne maîtrisait plus vraiment, même vous, l'information, où il y avait l'information qui circulait librement, dont de la mauvaise information également. Et c'est là où, moi, en fait, j'ai pas eu envie de me battre face à ces gens-là, parce que c'était pas ma façon de... Enfin, j'étais pas dans le conflit, en fait. J'étais plus dans le fait de diffuser de la bonne information. Et j'ai commencé, en effet, notamment sur Twitter, à raconter mes journées, comment ça se passait. Je disais, aujourd'hui, ça a été difficile, etc. Sachant qu'il y a un autre élément, on n'a pas encore parlé actuellement, spécifique par rapport à l'information en santé, notamment dans les services d'urgence et dans les hôpitaux, c'est le secret médical. C'est qu'après, moi, il y a des informations que je ne pouvais pas dire, pas parce que je ne voulais pas, c'est parce que c'est du secret médical. J'ai pas le droit de dire, aujourd'hui, j'ai intubé une dame de 35 ans qui avait les larmes aux yeux, etc., avec plein d'émotions. Ça, c'est des choses que voilà, je ne pouvais pas, même si je mourais d'envie de le dire, et ben, je ne pouvais pas. Et notamment des chiffres aussi sur le nombre de lits, on n'a pas le droit de diffuser ça, etc. Donc c'était de l'information, surtout de l'information un peu globale, qui n'était pas précise, mais c'était à chaque fois sur mon ressenti. Et au final, les gens de la communauté qui me suivaient, en fait, moi, en tout cas, j'avais la légitimité de l'information que je diffusais parce que les gens me connaissaient et en tout cas savaient que, entre guillemets, je n'avais rien à vendre si ce n'est de l'information. C'est-à-dire que je n'ai pas de but politique ni de but commercial, le seul intérêt que j'avais, c'était de donner de l'info. En fait, et c'est peut-être un des messages en tout cas de crédibilité en fait qui fait qu'en tout cas ma crédibilité, c'est que j'ai rien à vendre en fait, à part de l'information. Et après, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est que ça s'est fait au fur et à mesure, à un tel point, je voyais bien que lorsque je faisais alors moi, mes tweets qui ont le plus buzzé, où c'est parti en live, c'est ceux où j'ai parlé des vaccins, et voilà, alors là, c'est parti tout de suite en méga live direct, j'ai eu des menaces de mort, etc. Ça va très très loin, ça part très vite. On le voit vite parce qu'on a un cercle, et puis dès que ça dépasse ce cercle, sur Twitter, les tweets ils prennent de l'ampleur et ça dépasse le cercle, donc des gens qui vous connaissent pas, qui vont tomber sur vos tweets, et tout de suite on est sur de l'agressivité et sur de l'opposition, et il n'y a pas cette légitimité qu'a la communauté qui vous connaît un petit peu, c'est créé en fait avec le temps. En plus, moi j'ai une particularité, c'est que je partage une partie de ma vie privée un peu en plus, donc c'est le côté, on va dire, vraiment, je montre une partie de ma vie privée, mais de façon volontaire pour montrer qu'il n'y a pas que le boulot, et ça renforce, et d'ailleurs ça crée un peu d'évocation, enfin ça c'est une petite parenthèse. Mais voilà, ça c'est un élément assez important, je pense, là-dessus. Et en fait, en racontant mon quotidien tweet après tweet, un jour c'était un journaliste, alors j'ai eu plusieurs journalistes qui m'ont sollicité. Et alors j'avais une convention, enfin pas une convention, mais un accord avec mon directeur, c'est qu'en gros, tout ce que j'avais comme sollicitation, c'était quand même cadré par lui, parce que je faisais pas n'importe quoi non plus. On fait pas, voilà. Et puis, à chaque fois qu'on m'a proposé des sujets, j'ai voulu répondre que lorsque je sentais que j'avais l'expertise ou la possibilité de répondre. C'est-à-dire que... Alors, je ne vais pas citer non, mais pas comme certains médecins autres qui étaient hors de leur spécialité, qui n'étaient pas du tout dans la spécialité des urgences ou qui n'ont peut-être jamais vu de Covid de leur vie et qui s'exprimaient sur le sujet. Moi, pour le coup, j'en voyais régulièrement et lorsque c'était un sujet que je pouvais répondre, j'y répondais. Dès que ça allait au-delà de mes compétences, je disais non, je suis désolé, mais ça, c'est propre à chacun aussi, de savoir où s'arrêtent nos compétences en termes d'information et la responsabilité qu'on a quand on délivre des messages. Et c'est important justement cette confiance que vous fait votre direction générale, parce que vous parlez aussi un peu quelque part, vous êtes un peu porte-parole, ambassadeur de votre CHU, et donc c'est important que vous ayez un accord avec votre direction générale. J'imagine que c'est votre cas également, Yann Bubien. Certains de vos médecins qui peuvent être interviewés par des journalistes vous demandent votre accord. Mais moi, oui, mais non, moi je les pousse à le faire, ils le savent. Donc,
Moi, je pense, je suis François-Xavier Moronval depuis longtemps déjà et je relais beaucoup parce que ce que vous faites est formidable. Ça reprend ce qu'on a dit juste avant. Moi, je crois que le triomphe des fake med et fake news, il faut essayer de parer ça en mettant en avant les scientifiques, les médecins, ceux qui connaissent ces sujets-là. Parce que moi, je suis frappé de voir, et pendant la période Covid, moi aussi, je me suis fait beaucoup insulter sur le sujet des vaccins. C'est quand même incroyable. Voilà. Alors que, moi, je suis très favorable à ce que tous nos professionnels de santé interviennent. Évidemment, il y a la limite du secret médical, du secret professionnel, mais la plupart du temps, ça reste quand même dans les cadres réglementaires, il n'y a pas de problème. Il faut avoir des influenceurs, médecins, scientifiques, il en faut davantage aujourd'hui. On a besoin de ça, on a besoin de retrouver la science. Donc je suis assez sensible à ce que vous avez dit pour Radio France, parce que c'est vrai qu'on a besoin de formation et on a besoin de remettre un peu le village au milieu de la place, parce que l'église au milieu de la place, parce qu'il y a un problème. Je vais réagir, Eric. Non, François-Xavier a mis vraiment le doigt sur le nœud du problème, c'est que dans les écoles de journalisme, il n'y a pas de formation science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes scientifiques dans les rédactions, ce sont des journalistes qui, dans leur vie, se sont intéressés aux sciences, ou alors des gens qui ont suivi des études de sciences et qui ont voulu faire de la pédagogie. Mais finalement, un journaliste scientifique à la base, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, les écoles de journalisme reconnues, il y en a 14 en France, commencent à travailler ce sujet-là et à engager des cursus et des sessions de formation sciences. Et en effet, c'est ce que je me sers en fait via ma chaîne YouTube, c'est que j'ai du coup une fenêtre ouverte sur le monde où je peux vraiment faire passer des messages pédagogiques clairs. Et surtout, je sais, lorsque par exemple, je fais une vidéo sur le massage cardiaque, je sais le message que je veux faire passer au grand public. Je ne veux pas faire passer qu'il faut comprimer de 3 cm ou 4 cm parce que c'est les dernières recommandations. Le message que je veux faire passer, c'est il y a quelqu'un en arrêt cardiaque, il faut masser, quoi. Parce que c'est dans mon quotidien et parce que c'est des erreurs qui sont répétées régulièrement. Donc au final, pour moi, c'est assez clair à chaque fois. Et ce que vous disiez justement, que les journalistes sont dans les services d'urgence que en cas de crise ou sur des éléments ponctuels. Et moi, j'ai cet avantage du coup d'y être, de connaître. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc je connais vraiment toutes les facettes. Et de pouvoir mettre en lumière sur chaque vidéo à chaque fois des points spécifiques que les gens se posent et d'y répondre en fait. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une certaine défiance là pour le coup de vos pairs, du corps médical? Ils disent, mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit, la façon d'exprimer, parce que vous voulez vulgariser entre guillemets cette information. Toute la difficulté, c'est lorsqu'on vulgarise, c'est de faire passer un message qui est compréhensible, donc souvent simplifié, voire lissé on va dire, par tout le monde, mais c'est pas exactement la réalité à 100%, mais c'est pas le but non plus. Mais après, l'objectif, c'est d'être simple, c'est d'être à quel public je me prédestine. Et ça, d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé avec Karim Tazaourt, le président de la Société française de médecine d'urgence, où en fait, ils apprécient beaucoup ce que je fais parce qu'en fait, je suis le versant grand public en fait de la Société française de médecine d'urgence, où lorsqu'ils s'adressent, c'est des postes qui sont dédiés aux professionnels de santé et on a besoin de ça. En fait, on a besoin de recommandations parce que la médecine évolue, la science évolue en fonction des études, en fonction des recommandations. Et là, au final, moi, je m'adresse à un autre public, à un grand public, avec également le message et en tout cas les retours que j'ai de mes pairs, parce que en effet, ça va être très important, c'est d'avoir des retours positifs. Ils sont positifs. Si ça avait été à l'inverse, on m'aurait dit mais arrête, tu fais n'importe quoi. Là, je me serais remis en question, mais je suis toujours très prudent sur les messages que je passe parce que c'est avant tout, je sais que c'est mes pairs qui jugent avant tout. Et en tout cas, les retours que j'ai de vive voix, alors il y en a peut-être qui n'apprécient pas, c'est sûr, hein, mais de vive voix, c'est dans l'ensemble plutôt positif, donc ça motive à continuer en fait. Et vous sentez que votre communauté est de plus en plus aiguisée sur ces questions et vous pose des questions de plus en plus précises Alors, pas spécifiquement. Après, je commence à avoir pas mal d'étudiants en médecine qui commencent à dire bah tiens, ça me donne envie de faire ton métier, ça commence un petit peu à répondre à des questions. Et là, je commence un peu à tourner dans les hôpitaux parce qu'au début, j'ai tout fait donc tout seul chez moi, où j'ai monté un studio chez moi que j'ai totalement aménagé. Je fais tout sur mon temps libre. Comme un autre entrepreneur, je me suis formé sur YouTube, comment monter une chaîne YouTube, tout seul. Et au final, je voulais en fait faire ça ces premiers mois justement pour, on parlait tout à l'heure de légitimité, et je voulais montrer ma légitimité en disant bah voilà, ce que je fais, c'est faites-moi confiance, c'est des messages clés que je pars. J'ai aucun but commercial encore une fois, c'est juste de l'information. Et ça commence à se ressentir parce que dans les hôpitaux qui y a autour de moi, on commence à m'ouvrir les portes et à me dire bah viens tourner chez moi. Et là par exemple, j'étais mardi, là j'étais au CHU Nancy où j'ai tourné une vidéo au centre antipoison. On a fait une vidéo de 10 minutes sur qu'est-ce qu'un centre antipoison, et en 10 minutes on va montrer aux gens qu'est-ce qu'un centre antipoison. Et la semaine prochaine je vais faire avec un cardiologue qu'est-ce qu'une coronarographie, en 10 minutes on va montrer qu'est-ce qu'une coronarographie. Voilà, c'est des exemples parce que quelqu'un qui est chez son médecin traitant, il va dire vous faire passer un examen de coronarographie. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google tout de suite, ils tapent coronarographie, ils ont déjà du mal à l'écrire, ils vont le taper. Et puis après, ils vont tomber sur la première information
qui va être remonté sur Google, c'est souvent des vidéos YouTube. Ils vont cliquer parce que c'est plus ludique la vidéo. Et l'objectif, c'est qu'ils aient de l'information fiable tout de suite et compréhensible. Alors justement, les patients, grâce à des médias comme Le Point, comme Radio France, grâce à vous aussi, à votre manière, sont de plus en plus informés. Quand ils arrivent à l'hôpital, justement, ces patients sont plus informés, sont plus curieux, ou parfois ça peut être aussi un petit peu ennuyeux par rapport aux médecins parce qu'ils ont envie de plus comprendre comment les médecins dans un hôpital, justement, est-ce qu'ils ont déjà le temps de pouvoir expliquer, pour pouvoir reprendre un mot un peu à la mode, construire avec leurs médecins et leurs patients. Est-ce qu'il y a un dialogue qui peut se faire dans un établissement? Est-ce qu'on a le temps pour ça? J'espère qu'on a le temps. En tout cas, les patients, parce que il y a les patients, il y a les associations de patients. Et après, il y a les patients partenaires ou patients experts dont on parle. Donc, il y a plusieurs volets là-dessus. Moi, je crois que grâce à eux, on fait avancer beaucoup de choses. Et il ne faut pas en avoir peur, de même qu'il ne faut pas avoir peur des journalistes qui viennent regarder ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur des patients qui viennent aussi. Parce qu'il y a des patients qui sont parfois mieux formés, mieux informés que certains médecins, qui sont plus en avant sur certaines choses, sur certaines pathologies, sur certaines maladies chroniques, parce qu'ils font partie de groupes à l'international, parce qu'ils connaissent des avancées partout et ils sont souvent très fins connaisseurs du sujet. Après, il y a l'autre sujet différent de celui qui va regarder sur Internet tout et n'importe quoi et qui va s'inventer 10 maladies à chaque fois qu'il va cliquer sur une page. Ça nous est arrivé à tous de se retrouver avec plein de maladies alors qu'on avait juste un peu mal à la tête. Et voilà, donc ça, c'est l'autre pendant. Moi, je crois beaucoup aux patients partenaires. Nous, au CHU de Bordeaux, on a fait 3 choses. Un, on a ces patients partenaires qui sont au CHU. Il y en a une trentaine à peu près qui travaillent sur tous les sujets, notamment de recherche avec les médecins. Deuxième point, on a fait une université des patients. Ça, c'est vraiment hyper intéressant à faire. On a créé ça il y a 2 ans. Une université des patients, c'est quoi? C'est plein de formations qui sont destinées aux patients et aux associations de patients, avec maintenant un diplôme universitaire qui a été créé spécialement et qui permet de former les patients qui veulent justement bien connaître les sujets et avoir des échanges avec nos médecins. Voilà. Et puis le troisième point qu'on a fait, c'est que les patients sont vraiment dans la gouvernance. Je vais vous donner juste un exemple parce que je crois qu'on est le seul CHU à le faire. On a en permanence un représentant des patients dans toutes les instances, y compris au directoire. Le directoire, c'est l'instance la plus décisive de l'établissement, qui a majorité médicale et le reste, c'est même pas 10 personnes. Et dans ces 10 personnes, il y a notre représentante des usagers qui est présente en permanence et donc qui entend tout sur tous les sujets, que ce soit finances, décisions, etc., et qui prend part tout autant que les autres. Et ça, je trouve que c'est formidable. Donc il ne faut pas avoir peur des patients, au contraire, il faut les intégrer, il faut les écouter, parce que souvent ils sont très en avance, et il faut par ailleurs les former. Et cette université des patients qu'on a mise sur Internet, elle est vraiment formidable, parce que je crois que, comme le fait François-Xavier, je crois que c'est la formation qui est à la base de tout. Ce qu'il y a de bien sur YouTube, moi je like beaucoup tout ce que vous faites et j'apprends plein de choses parce que c'est hyper formateur, c'est vraiment génial. Et on peut faire la même chose avec les patients dans un domaine partagé. Il y a d'autres choses que l'on peut faire aussi avec les patients et des domaines que l'on pourrait pas penser évident comme ça. C'est un autre volet. On a beaucoup parlé des médias. Là, on va aborder plutôt la question de la culture. On pourrait se demander que vient faire la culture au sein d'un hôpital. On sait qu'elle peut avoir des vertus thérapeutiques. On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives dans beaucoup d'établissements qui ont des liens avec des musées pour que les patients puissent venir. On sait que ça a un rôle important en termes de vertus thérapeutiques. Vous avez présidé la commission culture à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer une petite vision globale de ce que vous avez pu voir en termes de culture à l'hôpital?
Alors d'abord, c'est pas un sujet nouveau, hein, c'est comme les patients, c'est pas nouveau. La culture à l'hôpital, elle a toujours existé. Elle est même inhérente à la création des hôpitaux. Et si vous allez dans les plus beaux hospices français et du monde, vous verrez que la culture, elle est extrêmement présente. Il suffit d'aller à Beaune, hein, aux hospices civils de Beaune, vous verrez des tableaux splendides. Ça a toujours accompagné l'ensemble des établissements de santé. Là, on parle plus des projets culturels et de la culture en tant que telle qui a intégré depuis 25 ans à peu près. Ça a commencé juste avant l'an 2000 avec un vrai projet, un vrai programme national, hôpital et culture au début, culture à l'hôpital, et ensuite culture et santé qui sont développés avec le ministère de la Santé et le ministère de la Culture qui se sont associés pour faire des projets au niveau régional avec les ARS et les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, qui donc ont des programmes culturels dans les établissements de santé. Moi, je pense que c'est formidable, qu'il faut le faire, parce que d'abord, ça ouvre sur autre chose. Ce sont souvent des artistes qui viennent de l'extérieur, donc ça mélange les milieux. Voilà, on a des artistes en résidence, on a des projets culturels dans les services avec des expositions, des tableaux, etc. On a de la musique à l'hôpital. Nous, au CHU de Bordeaux, alors on a une particularité au CHU de Bordeaux, c'est qu'on est une exception. On est propriétaire de l'Opéra de Bordeaux depuis la loi du 8 Ventose en 12. Donc depuis 1804, puisque Napoléon Ier nous avait légué par un acte législatif le Grand Théâtre de Bordeaux que nous possédons toujours. Et donc on a par exemple un très beau programme avec le Grand Théâtre de Bordeaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opéra superbe du XVIIIe siècle qui n'a pas brûlé, donc qui est encore tel quel. C'est pas comme la Fenice qui a été récréée 5 fois. Là, il est vraiment, vraiment d'époque. Un exemple, on a plusieurs concerts par an dédiés aux agents du CHU. Donc récemment, on a eu Alexandre Desplat, qui est un des plus grands compositeurs de musique de film au monde, qui a eu 2 Oscars, etc., qui est extrêmement connu, qui a fait la musique d'Harry Potter, par exemple, ou de Ghostwriter, et de plein d'autres films, qui est venu faire un grand concert à l'Opéra de Bordeaux, et on avait 500 places pour le CHU de Bordeaux. C'est un exemple. On a plein de concerts au sein de l'hôpital. On accueille tous les internes du CHU 2 fois par an au Grand Théâtre. On l'a fait la semaine dernière. Voilà, ils viennent tous et ils sont plutôt contents d'être accueillis de cette manière-là, je crois. Voilà, on a plein de choses qui existent. Je pense que c'est formidable. Bien sûr, c'est pas le cœur du sujet à l'hôpital. Ça reste le soin, la recherche, l'enseignement. Ça reste les piliers d'un hôpital. Mais la culture, ça amène autre chose. Ça amène une ouverture. Ça amène aussi des comparaisons qui sont assez intéressantes. Quand vous avez un artiste en résidence qui va rester 6 mois en général dans un service, c'est un travail avec les soignants. Et moi, ce que j'aime surtout là-dedans, c'est qu'on a besoin de projets, d'abord, de projets qui font du beau, qui font rêver ou qui mettent une meilleure ambiance de temps en temps. Mais souvent, c'est des projets qui sont partagés. Les aides-soignants, les infirmiers, les cadres, les médecins se mettent tous en groupe pour choisir un projet culturel, pour choisir une exposition. Et ça c'est vraiment une chose qui est extrêmement intéressante. Alors, je sais qu'on a dans la salle Aude-Marie Lier-Sutter, qui est directrice du service culture et mieux-être de la PHP, et que la PHP a un partenariat avec le musée du Louvre. Est-ce que vous pourriez nous témoigner un petit peu, nous expliquer ce... Venez avec nous. Venez sur le... Moi, je vais me mettre au premier rang. Non, mais on va rajouter une chaise. Faire augmenter la parité. Oui, bonjour, merci pour cette table ronde. Donc, pour vous donner l'expérience de la PHP, effectivement. Oui, allez-y, vous vous rapprochez comme ça. D'accord. Donc, pour vous donner l'expérience de la PHP, effectivement, il y a 10 ans, on a été contacté par le musée du Louvre. Et 10 ans, c'était la période aussi de la démocratisation de la culture pour les musées. Et on leur demandait de s'ouvrir à un public plus large, et en particulier les publics dits empêchés ou éloignés, c'est-à-dire ceux qui sont dans les prisons ou dans les hôpitaux et qui n'ont pas accès à la culture. Et donc le Louvre nous a proposé ce partenariat. Nous, en même temps, on avait, suite à tous les textes dont Yann Bubien a parlé, on avait inscrit la culture dans notre plan stratégique et également dans le label hospitalité, qui est un label de la PHP qui montre l'intérêt de prendre soin des patients au-delà des soins, et donc avec un champ culture et mieux-être. Et donc, on est parti sur ce partenariat qu'on peut résumer. Alors,
alors très rapidement par 4 volets. Le musée à l'hôpital, c'est-à-dire des conversations pour les patients par des médiateurs du Louvre. Des cafés Louvre pour les personnels, donc sur des temps plus courts au moment de la pause déjeuner. Le deuxième volet, c'est l'hôpital au musée, où les patients face aux œuvres, donc des visites guidées pour les patients et également pour les professionnels. L'art au quotidien, avec une artothèque de reproduction de 200 tableaux du musée du Louvre, plus des sculptures grandeur nature, par exemple la Vénus de Milo, le gladiateur Borges dans les jardins de 3 hôpitaux pendant 3 ans, donc à un hôpital à Ivry et 2 hôpitaux en Seine-Saint-Denis. Et puis la formation des personnels concernés par ce projet pour qu'ils puissent le faire vivre à l'hôpital. Donc un projet très complet et qu'on construit également. C'est-à-dire que par exemple, les expositions itinérantes, on a actuellement 2 expositions itinérantes. Elles ont été choisies par les équipes de la PHP et le musée du Louvre. Les formations ont été conçues également par la PHP, donc les formations, par exemple, se repérer au Louvre ou parler devant les œuvres. Et on a également créé des formations pour les médiateurs du Louvre sur, par exemple, comment s'adresser à un patient en psychiatrie ou bien à une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer ou tout simplement l'organisation des actions culturelles à l'hôpital. Voilà, on a en général des retours très très positifs parce qu'à chaque fois on évalue ces actions. Donc les patients sont déjà très impressionnés d'avoir le Louvre à l'hôpital ou d'y aller. Pour certains d'entre eux, ils n'y sont jamais allés, les personnels non plus d'ailleurs. Et très très impressionnés, ils ont donc l'accès à la culture. C'est également une distraction dans un hôpital où on passe son temps à attendre la prochaine visite, le prochain soin, la prochaine sortie. Donc plutôt une bulle d'oxygène, nous ont dit certains. Et puis c'est aussi la façon de les voir de façon différente, pas comme des malades, mais comme des citoyens par entière. Et le point d'orgue, ça a été, donc on a fêté ces 10 ans du partenariat, donc des patients d'oncologie et de psychiatrie qui sont allés au musée du Louvre présenter, dans le cadre d'une expérience collective organisée par le musée, présenter des œuvres du musée au grand public, donc y compris des publics non francophones, ce qui était un peu compliqué, mais voilà. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais rester avec nous. Je voudrais revenir vers vous, Étienne Gernal, si vous voulez nous rejoindre. On a vu que depuis, un certain nombre... On a vu que votre hebdomadaire s'est de plus en plus positionné sur les questions de santé. Comment s'est opéré cette... On parlait tout à l'heure avec Eric Valmire de la formation des journalistes. Est-ce que vous aussi, vous avez fait appel à plus de journalistes scientifiques ? Au départ du palmarès des hôpitaux, il y avait 3 journalistes, dont 2 médecins. Et alors, est-ce que c'est obligatoire ? Je ne sais pas. Oui, bien sûr, ça fait partie. On s'intéresse à la santé depuis très longtemps. Ça fait très très longtemps. De toute façon, la santé, ça intéresse tout le monde. Quand on a un journal, ne pas traiter de santé, il faut vraiment être idiot. Ça n'a absolument aucun sens de ne pas s'intéresser. Non, mais c'est vrai. On est tous concernés par ça. C'est totalement absurde. Et oui, on augmente nos capacités, on investit, on recrute plutôt ces dernières années dans ce domaine-là, parce que c'est absolument passionnant. Et pour 2 raisons. Il y a la santé des gens qui nous intéresse. Il y a 3 raisons. L'évaluation du service public, qui est une petite marotte du poing, parce qu'on pense que c'est absolument nécessaire et que c'est une question démocratique, tout simplement. Et puis, parce que d'un point de vue scientifique, c'est passionnant. Les progrès scientifiques et technologiques ces dernières années dans le domaine médical au sens large, c'est extrêmement impressionnant. C'est probablement le domaine scientifique dans lequel il y a eu le plus de progrès ces dernières années, et d'assez loin. C'est absolument extraordinaire, c'est fascinant. Alors, il vient parler tout à l'heure du rapport avec l'environnement. Oui, parce qu'en fait, les sciences du vivant ont beaucoup progressé, il y a des progrès qui sont faramineux, et intellectuellement c'est intéressant, même quand il ne s'agit pas seulement que de se faire soigner soi, et de penser à soi ou à ses proches, etc. Mais c'est intellectuellement fascinant ce qui se passe dans le domaine médical en ce moment. Quand on voit les progrès qui sont faits, la technologie est complètement dingue, on peut en voir, c'est délirant. La science, c'est fabuleux. Nous, on a été les premiers à mettre à la une Emmanuel Charpentier
quelques années avant son prix Nobel. D'ailleurs, j'avais pris un risque, parce que j'avais dit, si elle n'a pas un Nobel dans les 5 ans, je mange une chaussure. Puis il y a des gens, vous savez, qui sont les spécialistes de l'exhumation de tweets anciens. Et c'est les archéologues du tweet qui sont des gens extraordinairement dangereux. Oui, d'une manière générale, on investit beaucoup sur la science parce que c'est passionnant. Mais que ce soit, et d'ailleurs souvent elles se rejoignent, souvent elles utilisent des technologies communes. Il y a beaucoup de points communs, de points de rencontre entre les différentes disciplines scientifiques. Et la science, c'est génial. Et le journalisme scientifique, c'est extraordinaire. C'est un métier absolument formidable. C'est fabuleux. Alors, un petit peu la même question pour Éric Valmire sur Radio France. Informer, éduquer, cultiver, divertir, ce sont les 4 missions essentielles du service public de Radio France. Est-ce que vous essayez justement d'avoir une approche globale, une concertation globale de la façon d'aborder les questions de santé sur l'ensemble des radios, que ce soit les questions de culture, les questions économiques, en lien avec la santé, ou ça reste assez cloisonné par antenne du groupe Radio France? Non, c'est pas cloisonné. Vous avez dans chaque rédaction un service économique, un service santé, sciences, environnement. Ce qui est important, je parlais tout à l'heure des journaux d'information, mais finalement une radio, c'est pas que des journaux d'information, ce sont aussi des émissions. Et si on prend l'exemple de France Inter, vous avez le travail qu'accomplit Mathieu Villard depuis 10 ans. Quand il a lancé son émission il y a 10 ans, personne n'aurait mis un copec dessus. Et en fait, elle était en plus entre 14 et 15 heures début d'après-midi, qui n'était pas forcément une source d'audience fabuleuse. On a vu ce que ça a donné. C'est devenu quelque chose de fort. Alors, c'est moins la santé, mais formidable d'ailleurs. Ouais, sur le bien-être, ce que fait Ali Rebéi avec Christophe André. Alors on est moins dans le domaine de la santé, mais quand même, on touche à quelque chose qui est proche de la santé. Des conférences à travers la France, des émissions, des productions. Donc France Info et France Culture font aussi ça. Enfin, je voudrais quand même revenir sur la formidable émission scientifique qu'il a malheureusement dû arrêter pour des raisons de santé, mais qui a été repris par Natacha, et je parlais de Nicolas, pardon, et qui là aussi sur France Culture a eu beaucoup d'audience. Donc la science intéresse les gens, la santé intéresse, et donc effectivement c'est pas forcément dans les journaux d'information, mais ça irrigue, comme le disait justement Étienne. Ça n'a aucun sens de ne pas avoir la santé quelque part, en plus sur des chaînes de service public, dans l'audiovisuel public, que ce soit radio ou télé d'ailleurs. Et vous donnez beaucoup la parole à vos auditeurs, notamment sur Inter, et on le sait par rapport à des émissions comme Le Téléphone sonne, ce sont souvent les questions de santé qui sont abordées, avec des témoignages de patients ou de citoyens qui abordent ces questions de santé. C'est important pour vous de donner la parole à vos auditeurs et aborder ces questions toujours, l'interaction, toujours. Mais là où on doit être encore plus fort, si on doit faire l'autocritique, on le disait tout à l'heure, c'est élargir le spectre des intervenants, parce qu'on tourne toujours un peu avec les mêmes, et au bout d'un moment l'auditeur il s'en rend compte aussi, il dit bon, vous n'avez pas d'autres intervenants, et donc là c'est aussi vous pourriez solliciter, que ce soit Le Point ou Radio France. Mais ça c'est en revanche effectivement c'est pas un défi, parce qu'il est assez facile à relever finalement, mais c'est effectivement une préoccupation de tous les instants, une vigilance qu'on doit avoir, quoi. Et alors justement sur la partie influenceur, revenons sur la partie influenceur, est-ce que la PPL influenceur ne risque pas de vous couper un peu dans votre lancée, parce que on sait que on en a parlé ensemble quand on a préparé cette table ronde, vous mettez de votre poche pour faire ce rôle d'influenceur. À un moment donné, il faut aussi vivre, et si vous trouvez un sponsor qui vous aide à faire ça, vous allez tomber dans cette loi influenceur. Comment vous le voyez? Plutôt d'un bon oeil? Il y a une partie qui est quand même bien, c'est que ça va permettre d'éviter toutes les désinformations avec ce fameux hashtag ad, et on saura si les publications sont influencées par la publicité. Comment vous préparez à ça? Alors, je ne me prépare pas. C'est qu'en fait, je laisse les choses venir, en tout cas au fur et à mesure. Après, moi, c'est vraiment, je le vois vraiment, en tout cas pour le moment, comme une passion. Donc, en fait, c'est jusqu'où je vais aller dans ma passion. Bien sûr, j'ai ma vie privée qui, avec mon épouse, avec ma femme, c'est encore plus important, bien sûr. Mais c'est vraiment, je le fais vraiment en mode passion. Donc, je ne vois pas ça comme un travail, ce
qui est un peu paradoxal, mais c'est vraiment comme un plaisir que je partage. Donc en effet, j'ai investi ce que je voulais investir. Là, j'ai des frais un peu moins d'une centaine d'euros par mois parce qu'il y a des frais de logiciel de montage, de logiciel de musique, de vidéo, etc. Il y a des frais de déplacement des fois. Donc un petit peu, mais pour moi, pour le moment, ça me va bien. Après, se posera la question à un moment que si ça prend vraiment beaucoup d'ampleur et puis qu'il y a d'ailleurs après ce côté un peu, pas professionnalisation, mais d'améliorer en tout cas ce que je veux faire, d'aller au bout du concept, la question se posera, mais je n'ai pas encore de solution, je ne sais pas comment. Et je ne suis pas le seul à faire ça, il y en a d'autres aussi qui sont là d'ailleurs à ce congrès aussi. On est quelques-uns et on ne sait pas parce que c'est quelque chose encore nouveau, mais qui fait encore une fois la légitimité, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que je n'ai rien à vendre en fait. Donc, et pour moi, vous n'êtes pas influenceur. Un influenceur, c'est pas ça. Un influenceur, c'est quelqu'un qui se fait payer pour montrer des marques. Ouais, Et exactement. vous êtes blogueur, youtubeur, ou tout ce que vous voulez, mais chroniqueur, on dit, dans les vieux de la vieille de la presse comme moi, ils disent chroniqueur. Et vous faites des chroniques sur la santé sur YouTube. Voilà, c'est ce que vous faites. c'est vrai que Et vous n'êtes pas payé pour montrer un dentifrice. Exactement. Bah voilà, vous n'êtes pas influenceur alors. Ouais. Donc c'est youtubeur dans ce cas-là. Ouais. Et je dois dire que c'est vital parce que j'ai eu pour être dans l'autre partie, j'ai eu un très grave accident de scooter il n'y a pas longtemps. Et quand on se retrouve au service des urgences et qu'on est journaliste, alors on a beau savoir en théorie ce qui s'y passe, quand on le vit en pratique, c'est encore autre chose. Et on se dit autour de soi qu'il y a 150 histoires quotidiennes à raconter. Et qu'on ne peut pas raconter évidemment parce qu'on va se dire qu'on ne va pas faire 24 heures sur 24 sur la vie des urgences. Mais d'où le rôle primordial qui évidemment intéresse le public du travail de François Xavier. Après, c'est vrai que il y a cette histoire de secret médical, par exemple, qui a. Faut trouver et ça pour le coup, pour avoir fait mes études de médecine comme tous les médecins, c'est quelque chose, la communication notamment sur les réseaux, c'est quelque chose qu'on a aucune, il n'y a rien en fait, il n'existe rien. Moi je m'étais renseigné un peu sur toute la France parce que ça me passionne, enfin vraiment, et j'ai voulu voir s'il y avait des DU, des formations, et il n'y a rien encore qui existe. C'est pour ça que je me suis tourné un moment vers une fac de lettres où il y a un prof de lettres qui m'a dit viens, on fait des masters de communication. Donc je me suis retrouvé sur mon temps libre, encore une fois, en sortie de garde souvent, avec des cours sur des futurs community managers où ça n'a rien à voir. Et c'est là où j'ai vu les termes de persona, des notions où j'ai pas du tout ces notions avant sur la communication. Et donc sur le côté aussi marketing. Donc c'est pour ça eux ils sont là pour créer une communauté pour vendre des chaussures par exemple. Moi j'avais déjà une communauté et je ne sais pas entre guillemets quoi en faire et quel message je pourrais porter. Et c'est là où, après, YouTube est devenu une évidence pour moi, où ça regroupait la médecine, la communication, la pédagogie. Et j'ai dit, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, à part des reportages, des fois un peu buzz, vous savez, sur les urgences, ou pour avoir déjà connu ça une fois, il y a quelques années à Nancy, où ils viennent pendant 15 jours dans le service d'urgence, et en fait, ils font un condensé en 1 heure du côté un peu audience buzz du métier, mais ce qui reflète pas non plus notre quotidien, parce qu'on n'est pas en train de courir partout en permanence toute la journée non plus. Donc c'est ça, c'est de revenir terre à terre et puis de repasser des messages. Et maintenant que j'ai ces autorisations pour aller tourner un peu dans les hôpitaux, c'est à chaque fois quel est l'objectif à chaque fois. J'aimerais bien montrer qu'est-ce qu'une salle de déchocage, parce qu'on l'a bien vu même avec le Covid, que les gens même n'arrivaient pas à faire la différence entre un service d'urgence et une salle de réanimation. Pour tout soignant, ça semble évident, mais pourtant ça semble pas si évident que ça. Et c'est pour ça que la première vidéo que j'avais fait sur ma chaîne, c'était pourquoi on attend aux urgences, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi ils attendent aux urgences. Et même s'ils sont pris en charge tout de suite, vous arrivez aux urgences, vous êtes pris en charge tout de suite, quoi qu'il arrive, vous passerez au moins 4 heures dans le service. Et puis c'est d'expliquer pourquoi, parce qu'on fait une prise de sang, ça passe dans une machine, c'est pas immédiat, on l'a pas instantané, on est maintenant sur du tout de suite avec Netflix, McDo. Là, non, il y a 1h30 pour avoir les résultats de cette prise de sang. Après cette prise de sang, il faut qu'on l'analyse. Peut-être qu'on a besoin de faire un scanner. Le scanner, vous n'êtes pas tout seul, etc. Il y a des délais, en tout cas, qui sont incompressibles, mais que nous, on essaie de diminuer au maximum possible sur certaines filières où il y a une urgence derrière thérapeutique, comme par exemple les AVC. Donc, on a créé des filières un peu spécifiques comme ça. Exactement, voilà. Par exemple, sur l'AVC, l'objectif c'est que vous faites un AVC, c'est que vous n'arriviez pas toute blinde à l'hôpital et qu'après vous attendiez 4 heures sur un brancard pour voir un médecin. C'est qu'on reste dans cette continuité des soins en fait. Donc ça c'est des filières et ça c'est des améliorations qu'on a eues dans les hôpitaux ces dernières années, en tout cas dans la filière des urgences, c'est lié à nos spécialités, donc c'est vraiment une spécialité à part entière qui se développe. Mais il y a encore plein de choses que les gens ne savent pas. Voilà. Ou typiquement, moi je suis dans un hôpital où on fait par exemple du SMUR, c'est-à-dire qu'on intervient sur des accidents de la route.
on y va, on est appelé par le SAMU et on part sur notre temps de travail. C'est-à-dire que nous, on est 2 médecins aux urgences la nuit et que quand il y a un accident de la route au fin fond des Vosges, c'est moi qui vais partir en intervention. Donc mon collègue, il reste tout seul. Et s'il est tout seul, ça veut dire qu'il a 2 fois plus de patients et ça rallonge les temps d'attente. Et il y a un médecin qui est là en moins pendant des fois 2 ou 3 heures, ça peut prendre du temps. Et tout ça, les gens ne le savent pas des fois que tiens, il est parti pendant 2 heures le médecin. Pourquoi il buvait le café? Non, il buvait pas le café. C'est d'autres choses. Et ça, c'est des choses. Et lorsque j'ai fait cette vidéo, pourquoi on attend aux urgences, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais quand vous le dites, ça semble évident, mais en fait, on ne s'est jamais projeté et mis de l'autre côté de la barrière. Et ça, de se mettre de l'autre côté du soignant, c'est un travail à faire. Hein. Même nous, dans notre quotidien aussi, de se mettre du côté de. Même moi, quand je veux mettre des patients dans les services où le spécialiste dit non, je veux pas, et ça peut dire, mais pourquoi il veut pas? Parce qu'on ne se met pas obligatoirement à la place de l'autre. Ouais. Et la même chose que. Alors, c'est pas. L'objectif, c'est pas d'être paternaliste ou d'être moralisateur, c'est d'expliquer. Et ça permet de mieux comprendre de changer de point de vue. Quand on comprend, grâce à ces témoignages, comment ça se passe, on se dit oui, effectivement, je vais attendre. C'est qu'on fait au mieux. C'est d'expliquer les choses. Et voilà, c'est un peu l'objectif. Merci. Alors, je vois que le temps file. Il nous reste 10 minutes pour les questions en salle. Donc, s'il y a des questions. Pas de questions. Si, ici. Hop. Merci. En tout cas, je me retrouve bien dans le youtubeur. Je suis Bernard Pavier, je suis représentant des patients, des usagers, dans 2 établissements hospitaliers, président d'une commission donc des usagers dans un établissement et administrateur de la Fédération hospitalière de France. Sur la région Rhône-Alpes, je m'occupe de la relation avec tous les présidents de commission des usagers. Donc je me retrouve bien dans la dernière intervention, notamment information du patient, et je me dis que finalement, représentant les patients, il y a des droits et des devoirs, et peut-être que l'information des patients va permettre aussi de diminuer l'agressivité de certains patients vis-à-vis du personnel hospitalier. Par contre, je ne me retrouve pas du tout sur le classement des hôpitaux et l'activité des établissements. Je gomme tout de suite le risque du patient qui va souhaiter aller au meilleur établissement, etc. Oui, bien sûr, dans l'esprit, mais derrière, il y a tout un tas de contraintes. L'éloignement, les délais. À partir du moment où on met en exergue un établissement hospitalier, forcément, il y a une activité importante qui va se développer. Donc derrière des délais. Et par rapport aux soins, on n'est pas toujours à attendre les délais pour avoir un soin qui peut être programmé en urgence. Donc je pars, ce que j'ai entendu ce matin, plus d'une communication institutionnelle et nationale. Et du coup, je me disais, dommage. Dommage pourquoi? Parce que moi, dans mon département de l'Ain, à proximité de Lyon, de Genève ou de Mâcon, les patients ne connaissent pas l'offre de soins locale. Les élus que j'ai questionnés, députés, sénateurs, présidents de collectivités comme les Comcom, ne connaissent pas l'offre de soins de leur hôpital local. Mais est-ce que justement le palmarès ne permet pas de... Oui, j'étais au niveau national. Moi, je redescends au niveau local d'un département, voire à proximité d'une région. Si je me permets une incise, c'est intéressant parce qu'on en parlait avec Yann Pubien juste avant cette table ronde. Radio France dispose de 44 radios locales. Je peux vous assurer que les 44 radios locales de France Bleu sont en partenariat rapproché avec les établissements qui offrent des soins, justement. Donc la proximité de la santé, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Oui, moi, j'invente rien. J'appartiens à une association agréée en santé. Je n'ai pas dit que vous inventiez, monsieur. Je vous réponds simplement ce que nous proposons. J'essaye de la réalité du terrain. On ne va pas rentrer dans une confrontation, c'est pas le bon sujet. Non, mais c'est aussi ma réalité du terrain. Mais si je peux me permettre, juste merci. À titre d'information, si vous allez sur le site du Point, lepoint.fr, vous allez trouver dans le palmarès des hôpitaux, où il y a 1400 établissements qui sont classés, il y a des critères géographiques. Si vous les regardez autour de chez vous, vous allez pouvoir trouver l'offre de soins de qualité autour de chez vous. C'est pas très cher, hein. L'abonnement, c'est 10 balles par mois à peu près. Si vous voulez, à la sortie,
On va sortir ensemble. Si vous avez votre carte bleue sur vous, votre téléphone, je vous arrange le coup. Zainab, vous souhaitez réagir? Merci. Alors, Zainab Brié, moi je suis la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France et je suis aux côtés d'Arnaud, notre président, Arnaud Robinet. Alors moi je voulais d'abord vous remercier, ce n'était pas une question. Je vous remercie, ça fait beaucoup de bien ce regard lucide et transparent sur le traitement de l'information en santé, d'une part. On en a besoin. Et puis par ailleurs, vous dire aussi que aujourd'hui, en matière de santé, et eu égard à ce que nous avons vécu, nous avons tous besoin de contribuer à mieux informer, à être plus transparent. Et chacun doit y participer. Et pour DocFX, là, je sens que vous êtes bien prêts, que vous risquez d'atteindre vos limites. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose en matière d'attractivité. Parce que ce que vous faites, c'est extrêmement intéressant. Et la façon dont vous le présentez, c'est vrai que je vous regarde, je vous suis sur Twitter. J'ai suivi l'histoire de Cacahuètes, la prématurité, parce que j'ai vécu aussi cela. Mais je ne savais pas comment vous le faisiez. Et là, le fait de nous l'expliquer, la sincérité, et surtout peut-être pas s'embarquer sur une professionnalisation, mais en revanche, continuer sur cette idée de fédérer pour mieux informer et donner envie. Et donc, je pense qu'on vous contactera à ce sujet. Merci en tout cas. Une question de Léa. Bonjour, je suis responsable de la communication digitale à la Fédération hospitalière de France et j'ai été en contact avec DocFX et d'ailleurs je suis très heureuse qu'il soit là et il donne une touche de fraîcheur et effectivement de spontanéité très terrain à cette conférence et ça fait du bien parce qu'on a besoin d'avoir plusieurs types de discours et voilà. Non mais voilà, il faut. Mais vous êtes tous des intervenants de qualité, hein. Mais gentil mais évidemment, bien sûr, évidemment. On reviendra. Non, mais je prêche pour ma paroisse, évidemment. Non mais au-delà de ça, pour ce qui est du palmarès des hôpitaux. Et de la question de l'offre de soins et surtout du monsieur qui représente les usagers dans la salle. En fait, justement, je pense qu'il y a un distinguo à faire entre la personne qui travaille justement à Radio France et la personne qui travaille au point et la manière dont l'offre de soins locale est couverte. C'est que précisément, d'un côté, il y a le service public qui est donc Radio France, et précisément d'un autre côté, il y a le point qui n'est pas un service public, et qui, c'est ça aussi, il y a un palmarès, on est dans un choix, mais par contre, ça traduit aussi, pour ma part, en tout cas c'est mon avis, une logique qui est un peu une logique de la santé comme un produit, et c'est une logique un peu consumériste du soin, qui est celle de ce classement, qui est tout à fait assumée et qui est effectivement une information donnée au lecteur, mais qui n'est pas forcément... c'est pas la lecture du service public qui est proposée à Radio France avec ses antennes locales. Ça s'appelle l'indépendance. Absolument. Absolument. Ça s'appelle l'indépendance, c'est le principe des libertés. C'est qu'on est indépendant des pouvoirs publics. Alors, Radio France, c'est techniquement indépendante du pouvoir politique. Il y a ça quand même, et c'est pas parce qu'on n'est pas un service public qu'on ne rend pas un service au public. Et nous, on revendique cette indépendance, c'est-à-dire qu'on est indépendant par rapport au pouvoir public, par rapport au ministère, qui d'ailleurs a voulu nous censurer. On dit des choses qui sont désagréables parfois pour certains acteurs publics, et on revendique cela, c'est notre liberté et notre indépendance, et on y tient énormément. Et on en est fiers, je vais vous dire. On est extraordinairement fiers d'être indépendants, on ne dépend de personne, on dit ce qu'on pense, on peut être contredit. Hein. Nous, on est toujours content quand on n'est pas d'accord avec nous. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la méthodologie, qu'ils le disent. Mais pardon, l'indépendance, ça a de la valeur. Et dans un pays libre, les avis indépendants, ça compte, surtout quand ils ne sont pas tamponnés par le gouvernement et les pouvoirs publics. Radio France n'est pas tamponnée par les pouvoirs publics. Attention, je n'essaie pas de faire cette distinction, mais ce sont des journalistes comme nous, et moi je pense qu'on fait le même métier, on le fait différemment.
parce qu'on n'est pas le même média tout simplement, et qui sont plus nombreux que nous aussi. Hein. Non, mais il y a ça aussi. Mais on est extraordinairement fiers de ça. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qu'ils fassent leur palmarès, qui disent les choses. Et c'est consumériste. Et bah écoutez, peut-être, je ne sais pas si c'est être consumériste que de vouloir être bien soigné. Moi, je trouve ça pas très gentil pour les patients. Comment dire, c'est normal quand on a un problème de santé, surtout si c'est un problème grave, d'avoir envie d'être bien soigné, surtout d'être informé. Et surtout, de ne pas plus être là, parce que là, pour le coup, il y a le point, c'est le privé, c'est l'argent, etc. Très bien. Mais moi, je vais faire un peu mon socialiste, pardon. Mais surtout, le fond de l'affaire, c'est pourquoi est-ce que moi, je serais moins bien soigné que les gens qui, à Paris, appartiennent aux élites et ont les moyens de passer des coups de fil, qui déjeunent avec des gens, etc. Moi, ce monde-là, j'en fais partie. La réalité, c'est que j'en fais partie. Et peut-être que vous aussi, d'ailleurs, je ne sais pas. Et nous tous, je pense, dans la salle, d'une manière ou d'une autre, on en fait partie. Et donc, c'est plutôt démocratique. Donc oui, c'est consumériste, je ne sais pas. L'information des patients, ce n'est pas du consumérisme, c'est de la démocratie. Et après, on a le droit d'être en désaccord, et je le souhaite. Heureusement qu'il y a des gens qui sont en désaccord. Disons que, pour le coup, si nous avions un monopole, légal, quoi, il n'y a que le point qui a le droit de faire ça, là, il y aura un énorme problème, et je serais premier à me battre contre ça. Une dernière question de notre président. Oui, bonjour à tous et merci en tout cas de votre participation. Alors là, je vais prendre ma casquette d'élu local et de maire de Reims. Sur le sujet, la question des classements. L'élu local est toujours très attentif au classement, quelle que soit la thématique, bien évidemment, que ce soit la question des établissements de santé, la question de l'attractivité de sa commune, la question de là où il fait bon vivre, etc. Après, chaque classement a ses critères. Et l'élu va mettre en avant le classement lorsqu'il est bien classé. Et lorsque la ville est mal classée, il va dire, vous savez, les classements, on leur fait tout dire et n'importe quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'est très bien. Mais sur la question du classement est établi par le point. Et moi, j'y vois un côté positif. C'est l'émulation. L'émulation. Parce que les équipes sont toujours très fières de voir leur établissement classé parmi les meilleurs établissements dans telle ou telle spécialité. Et il y a une forme d'émulation. Et je le vois à Reims. À Reims, nous avons, alors, vous voyez, c'est prendre la FHF qui parle, nous avons eu à plusieurs reprises la une avec la meilleure clinique de France. Forcément, derrière, en termes d'attractivité, c'est important pour la ville et l'image de la ville. Mais derrière, le CHU, dont je suis le premier conseil de surveillance, une forme d'émulation de la part des équipes. En disant, oui, la clinique, le voisin d'à côté, enfin nos collègues, ils sont très bons dans cette spécialité. C'est à nous aujourd'hui de montrer que le CHU et le service public est aussi performant dans telle spécialité de façon aussi complémentaire sur l'offre de soins sur le territoire. Donc le classement, ouais, il y a une forme d'émulation, il y a une forme en tout cas de... J'aime pas parler de compétition dans le domaine de la santé, hein, mais il y a vraiment cette émulation qui existe au sein des équipes. Et puis l'autre point sur la communication et l'information, moi j'ai été très choqué durant la crise sanitaire et la crise Covid, dans la façon dont la santé a été abordée et traitée. En France, il y a 66 millions d'habitants. On dit toujours qu'il y a 66 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. Il y a 66 millions d'experts. D'experts dans le domaine de la santé, d'experts dans le domaine de l'écologie, d'experts dans le domaine de la justice, etc. Et malheureusement, ce qui a été, à mon avis, très négatif durant cette crise sanitaire, sur les différents plateaux TV ou même à la radio, c'est que les politiques se sont fait spécialistes de la santé et des problèmes de santé se sont fait spécialistes de la politique. Et il y a eu confusion des genres. Et je le dis, moi j'ai un ami maire d'une commune du sud de la France, je ne le citerai pas, et j'ai eu cet échange avec lui. Quand il s'est permis, par communiqué de presse et sur les plateaux TV, en disant « Moi, maire de ma ville, j'ai autorisé mon CHU et les praticiens du CHU à prescrire de l'hydroxychloroquine », je lui ai dit « Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas faire croire à tes citoyens, à tes habitants, qu'en tant que maire, tu as autorité sur le corps médical et sur le CHU pour dire vous pouvez prescrire telle ou telle molécule. » Et donc il y a eu une confusion la plus totale de la position et du rôle de chacun durant la crise sanitaire, ce qui a rendu une confusion et qui a alimenté aussi le complotisme et d'autres sujets. Alors, je pense que vous avez absolument raison, beaucoup de bêtises ont été proférées. Et néanmoins, si on essaie de regarder le verre à moitié plein, ce qui est quand même très intéressant, et je ne sais pas ce qu'Éric en pense de ce point de vue-là, c'est que cette période du Covid où énormément de bêtises ont prospéré, notamment sur les réseaux, mais bon, voilà, aussi ailleurs, etc. Et en même temps, comme dirait l'autre, jamais on n'a autant entendu parler d'études randomisées en double aveugle,
beaucoup de gens ignoraient même l'existence de ces expressions-là. Les gens se sont intéressés. Alors des bêtises ont été dites certainement, mais je pense que l'intérêt pour la chose scientifique a progressé. Les gens regardaient, il y avait une curiosité, nous on le voyait bien parce qu'on faisait des audiences absolument délirantes sur Internet, les gens voulaient savoir. Et ça c'est quand même quelque chose qui est bien. Alors après, il faut organiser les choses, rationaliser, comment dire, son répertoire d'experts, comme dirait Eric, il faut toujours le mettre à jour, faire attention à ça. Et puis parfois il y a des experts qui le sont un peu moins et puis d'autres qui l'étaient pas puis qui le deviennent. Enfin c'est pas quelque chose de fixe non plus la connaissance, hein, l'expertise etc. Mais globalement on a connu une période où il y avait une soif, un appétit de connaissance et je pense que ça ne s'est pas arrêté. Et nous on vend très bien, on voit bien que ça fait de l'audience, les sujets de santé, les sujets scientifiques mais en général, ça intéresse les gens, il y a une soif de ça et ça c'est quand même positif, c'est une bonne chose. Et dans les rédactions, pour compléter, dans les rédactions, on pouvait avoir une paresse intellectuelle qui a un peu disparu sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'un reporter, un journaliste qui est éco ou politique, il lisait les pages d'un journal ou d'un magazine, arrivé aux pages santé sciences, il disait c'est pas pour moi. Maintenant, il s'arrête sur les pages santé sciences parce qu'il a envie de parfaire sa culture parce qu'il s'est senti défaillant pendant la crise sanitaire. Et ça, je trouve que c'est quand même un bon côté des choses. Je voulais vous remercier infiniment d'avoir participé à cette table ronde. On peut applaudir nos intervenants. Merci à vous.